Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Cécile Redfield et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie du vidéo test de The Evil Within. Une deuxième partie qui sera centrée davantage sur le gameplay et tout ce qui s'en rapproche de près ou de loin. Je vais commencer par faire une petite précision. Dans la première vidéo, j'ai déclaré que pour moi, The Evil Within était un survival horror d'infiltration. Alors, j'ai déclaré que pour moi c'était un survival horror d'infiltration tout simplement parce que la partie infiltration est pour moi beaucoup plus importante que la partie action. Si vous bourrinez à tout va comme dans un Call of Duty, vous n'avancerez pas. Le but, c'est de la jouer un maximum discret et d'économiser ses munitions. C'est vraiment un petit peu le cœur du jeu, comme pour The Last of Us. Je trouve qu'il y a un parallèle entre les deux jeux, puisque comme dans The Last of Us, si vous bourrinez à tout va, vous allez vous retrouver non seulement à prendre de gros risques, à être submergé par les ennemis, et à avoir un nombre de munitions plus que réduit, voire quasiment nul, parce que vous n'aurez pas joué de la meilleure manière possible. Donc The Evil Within est quand même un jeu qui contient de l'action, hein, c'est important de le préciser, mais ça reste avant tout un jeu d'infiltration. C'est comme ça que je le vois. Pour moi, le jeu est un mélange entre action, infiltration et énigme, le tout servi dans une ambiance de survival horror proche d'un Silent Hill, et esthétiquement beaucoup plus proche d'un Resident Evil. C'est une petite précision que je voulais apporter. Autre partie importante de The Evil Within, c'est les énigmes. Je n'ai pas l'intention de vous en montrer pour ne pas vous spoiler, mais je voudrais simplement vous dire que les énigmes du jeu sont pour la plupart très basiques. On doit choisir entre deux items, qui vont nous permettre d'avancer dans le jeu, ou récupérer des pierres ou des objets qui vont nous permettre d'avancer dans le jeu, ouvrir des portes qui vont nous permettre d'avancer dans le jeu. Bref, très classique, on a déjà vu ça un milliard de fois, notamment dans les Resident Evil. Ah bah tu me donnes rien toi. Attends, pour à peine je te brûle. Voilà. Comme ça tu auras une bonne raison de rien me donner. En revanche, il y a deux petites précisions en fait que je voudrais faire concernant les énigmes dans The Evil Within. Je vous ai dit qu'elles étaient basiques, puisque là il n'y a rien de bizarre ou quoi que ce soit. Je les trouve vraiment très classiques. Ah lui il est sympa, il me donne un truc. La première précision, c'est que moi il y a une énigme qui m'a étonné. Oula, putain, j'ai failli me faire péter le museau là. La première énigme qui m'a étonné, en fait moi c'est une énigme de logique. Pour vous raconter un petit peu, on se retrouve dans une situation où on est face à une situation en fait dans laquelle un PNJ a eu un rôle à jouer et il s'est raté et il est mort. Et on nous dit, ben voilà, à ton tour maintenant, essaye de ne pas faire la même erreur. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de moment où on se dit, bah oui, il faut faire ça, il suffit de rechercher ou quoi que ce soit. En fait, c'est vraiment une énigme de logique. On nous met face à une situation et il suffit simplement de se mettre à la place du gars. Qu'est-ce qu'il a fait? Et du coup, de se dire, bah, il suffit de faire l'inverse. Et moi, cette énigme m'a étonné tout simplement parce que moi, comme la majorité des personnes à qui j'ai montré l'énigme, on a tous fait la même erreur. On a tous fait la même erreur, on a reproduit l'erreur donc qui a été faite par le PNJ dans le jeu. C'est-à-dire on doit choisir entre deux faces, et plutôt que de choisir la bonne face qui nous permet de traverser la zone et de survivre, on va choisir la mauvaise face et finalement se faire buter lamentablement. Donc ça c'est la première énigme, la première information concernant les énigmes que je voulais vous dire, que je voulais partager avec vous. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai brûlé là? J'ai pas tout compris. Honnêtement là j'ai pas compris pourquoi je brûlais.
Bon, c'est pas grave, tant pis. On va utiliser un objet de soin. La deuxième précision que je voulais faire sur les énigmes de The Evil Within, c'est que pour moi, il y a une grande qualité en ce qui concerne les énigmes, c'est que le niveau de difficulté des énigmes augmente en fonction du niveau de difficulté du jeu. Et ça, c'est vraiment une très bonne chose, c'est vraiment un très bon point. Parce que on se retrouve face à une énigme facile, mais si on augmente la difficulté, on se retrouve avec une énigme un petit peu plus compliquée. C'est-à-dire qu'on ne se retrouve pas à... Je vais vous donner un exemple tout simple. L'énigme après l'énigme des cerveaux. On doit ouvrir une porte avec un cadran. Et ce cadran, il y a deux chiffres en fait à trouver. Et lorsqu'on est en facile, les chiffres qui permettent d'ouvrir la porte se trouvent tout seuls. À partir du mode de difficulté supérieur, il faut trouver les chiffres soi-même et pouvoir les rentrer manuellement. Donc, même si c'est entre guillemets assez basique, ça reste quand même une bonne chose. Augmenter la difficulté des énigmes en fonction de la difficulté du jeu, ça reste quelque chose qui, à mon sens, est un point positif. Au début de la vidéo, je vous ai montré un petit peu d'infiltration. Alors, l'infiltration, c'est une grande partie du jeu. Ça nous permet d'éviter beaucoup de combats et même de passer dans certaines zones sans réveiller certains ennemis et du coup économiser ses munitions. Donc l'infiltration, il faut pas la prendre à la légère. C'est vraiment l'atout principal de The Last of Us en termes de gameplay. De The Last of Us, n'importe quoi, de The Evil Within. Mais comme pour The Last of Us, si vous vous faites prendre et que vous jouez en mode bourrin, ça vous posera pas de problème. Vous aurez simplement beaucoup plus de chances d'y laisser votre peau et de vous retrouver en rupture de munitions, surtout dans les niveaux de difficulté supérieurs. Finalement, l'intérêt de l'infiltration, c'est quoi ? Tout d'abord, c'est dessouder un maximum d'ennemis tout en économisant ses munitions et éviter qu'ils appellent des renforts pour éviter d'être submergés en nombre et donc en puissance par les ennemis. Donc c'est toujours bon à prendre. Surtout que, comme je vous l'ai dit, l'infiltration, c'est vraiment le cœur pour moi du jeu. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Si l'infiltration, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est pas uniquement pour économiser ses munitions ou éviter les renforts ou dessouder un maximum d'ennemis, c'est aussi parce que, comme je vous avais dit dans la première vidéo, on peut éviter carrément certains combats ou certaines zones dans lesquelles il y a des ennemis. Et dans les niveaux de difficulté supérieure, ça devient vraiment très important. Finalement, le but est, dans les niveaux de difficulté difficiles ou normales dans The Evil Within, est de passer un maximum de zones tout en évitant d'avoir à faire face à certains ennemis. Et plus on peut avancer dans le jeu en économisant ses munitions et en limitant les combats, plus on a de chances d'arriver à la fin du jeu en un seul morceau. Ce n'est quand même pas négligeable. Donc pour ce qui est de l'aspect infiltration, il n'y a pas vraiment de point négatif à énoncer. Pour moi, le seul point négatif concernant l'infiltration concerne la caméra, mais ça j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc ça c'était une petite précision. Je suis désolé pour le blanc là, c'est vraiment que j'essaye de me concentrer pour pas mourir, pour que ça soit assez agréable à regarder, mais d'un autre côté, il faut quand même que je fasse attention à bien pouvoir survivre et que ça soit agréable à regarder tout en étant pas trop confus dans ce que je dis.
Donc c'est pour ça que parfois c'est pour ça que je m'arrête souvent pour regarder mes notes. Parce que vu que je joue et que je parle en même temps, je ne suis pas à 100% dans la séquence que je suis en train de vous montrer en termes de jeu. Finalement, comme je vous l'avais dit lors de vidéos précédentes, pour faire un vidéotest clair, il faudrait le faire en différé. Mais je préfère jouer en même temps que je vous parle, parce que finalement, en fait, c'est ce que j'aime faire, c'est ce qui m'intéresse. J'ai pas envie de le faire en différé. Mais là, je m'égare, je divague. Donc, comme je vous l'ai dit, l'infiltration, pour moi, non seulement c'est le cœur du jeu, mais en plus de ça, elle est convaincante. Et ça, c'est quand même une très bonne chose. Pour ce qui est de l'aspect action, je le trouve très convaincant aussi. Et le seul problème que j'ai avec la séquence d'action, c'est exactement le même problème que j'ai avec les séquences d'infiltration, c'est la caméra. La caméra, je la trouve beaucoup trop proche du héros. Alors là, c'est vraiment pas flagrant parce que on est dans une séquence en extérieur et que dans cette séquence-là, précisément, la caméra est assez loin du personnage. Mais globalement, la caméra est très proche du héros, trop proche du héros à mon goût. Dans les premières vidéos de gameplay du jeu, la caméra était beaucoup plus loin. On voyait les deux épaules de notre personnage. On avait l'impression que la caméra, en fait, que l'angle de caméra en visée était très inspiré de Dead Space, de Visceral Games. Donc ce qui, pour moi, était une très bonne chose. Ensuite, ils ont changé leur angle de caméra, ils ont décidé de le rapprocher un petit peu du personnage. Mais il restait, disons, suffisamment bien... la caméra restait suffisamment éloignée du personnage pour que ça soit agréable encore. Donc il n'y avait pas de problème lorsqu'ils ont changé cet angle de caméra. En revanche, ils l'ont changé une troisième fois à peu près au même moment qu'ils ont inclus le format cinémascope. Et ils ont rapproché la caméra du personnage de manière très brutale finalement. Ils l'ont rapproché au point que cette caméra devienne plus que proche du personnage, elle est carrément collée à lui. Alors le bon côté, c'est que ça donne un aspect claustrophobique. On a vraiment l'impression en fait de pouvoir être surpris plus facilement puisqu'on a un angle de vue réduit. Mais le mauvais point, c'est que ça nuit légèrement à la visibilité et du coup, lorsqu'on se fait choper par un ennemi à cause de cette caméra, on a envie de pester et en séquence d'infiltration, on est obligé de jouer fréquemment avec cet angle de caméra et avec les deux barres noires pour pouvoir un angle qui nous permette de voir un maximum d'ennemis et de passer la séquence sans trop mourir. Donc moi je trouve que globalement la caméra est trop proche du héros et elle est mal calibrée. Et ce que je veux dire par mal calibrée, c'est tout simplement regardez certaines cutscenes ou les séquences dans l'asile, on a vraiment l'impression qu'ils n'ont pas modifié la caméra. On dirait que ils ont mis, si vous voulez, ils ont fait la mise en scène sans les bandes noires. Et qu'après ils ont rajouté les bandes noires, mais qui n'ont pas recalibré l'image par rapport à ces bandes noires. Du coup, on est censé voir notre personnage au milieu d'un couloir, par exemple, je pense à une séquence précise dans le jeu, qui est dans les catacombes, mais la caméra se lève et on est censé voir notre personnage entier dans ce couloir. Sauf qu'on voit les épaules aux genoux, quasiment. On voit pas sa tête, on voit pas ses pieds, on voit que le milieu. Et là, je me dis, il y a un problème. Pourquoi on voit que cette partie-là de son corps? Pourquoi on ne voit pas le reste finalement? Pourquoi on ne voit pas son visage? Pourquoi? Alors même s'il est de dos dans cette séquence-là, ce que je veux dire, c'est pourquoi on ne voit pas sa tête? Pourquoi on ne voit pas entièrement? Ils n'ont pas recalibré l'image, ils n'ont pas fait attention. Et ça, c'est un problème qui, à mon sens, est flagrant lorsqu'on utilise le système de visée dans le jeu. Donc vous m'avez vu viser plusieurs fois, mais de toute façon, je vais vous remontrer. Lorsqu'on visait avant, la caméra était à peu près au niveau de l'échelle. Voilà, on avait, si vous voulez, vous coupez toute l'image à partir de l'échelle.
vous la descendez un petit peu au niveau de son visage, vous la mettez à peu près à ce niveau-là, en hauteur, et à ce niveau-là, sur le côté. D'accord? Voilà. Lorsque vous visiez, avec la touche de visée précise, la caméra était à peu près à ce niveau-là. Ensuite, ils l'ont rapproché. Et la caméra, on garde l'échelle et le plafond comme référence. La caméra était comme ça. Donc elle était beaucoup plus proche, mais on voyait quand même notre personnage et sa tête notamment en entier. Maintenant, lorsqu'on vise, elle est comme ça. En fait, on dirait que notre personnage a une sorte d'équipement fixé au bras, en fait au biceps, avec une caméra sur le côté, et que c'est cette caméra qui filme. On n'est pas derrière notre personnage, on est à côté de lui. Finalement, on a l'impression d'être blotti à notre personnage. Et du coup, on a l'écran qui est très dégagé. On a un champ de vision en face de nous qui est très dégagé. Il n'y a rien pour obstruer ce qu'on voit à l'écran. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Le mauvais point, c'est que moi, je suis pas à l'aise avec cet angle de caméra. Je préférerais vraiment être derrière. Ça peut paraître complètement idiot, mais moi, j'aimerais bien être... j'aime bien être placé derrière mon personnage. Vous voyez, j'aime bien être placé comme ça, quoi. Moi, j'aurais aimé un angle de caméra comme ça. Vous voyez, que la caméra soit à gauche au niveau de l'épaule de Joseph et à droite. C'est à peu près l'angle de caméra qu'on avait au début. Et avant, on avait un angle de caméra à peu près comme ça. De mémoire. Hein. Donc là, il faut se baser par rapport à Joseph. Vous voyez, comme ça à peu près. Et comme ça au début. Pour moi, c'était beaucoup mieux. Je me sentais placé dans l'espace. Là, maintenant, je me sens vraiment... je suis pas à l'aise, en fait, avec cet angle de caméra. Et je pense que c'est dû en partie au format cinémascope. Puisque ce changement de caméra est arrivé en même temps que le format cinémascope a été visible sur les séquences de gameplay. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai pas de problème avec le format cinémascope. C'est pas là où je veux en venir. Là où je veux en venir, c'est que même si je n'ai pas de problème avec ce format, que ce soit dans le jeu ou en règle générale, j'aurais aimé que, après l'avoir instauré dans The Evil Within, ils éloignent un petit peu la caméra du héros. Voilà, ça vaut le coup de pas parler, si ça peut me permettre de passer la séquence sans trop décéder. Donc maintenant je vais vous parler un petit peu de l'intelligence artificielle. Au début je voulais vous en parler pendant la séquence de gameplay que je vous ai montré, mais je me suis dit qu'il valait mieux vous en parler après, comme ça vous pourrez toujours regarder, revenir un petit peu en arrière dans la vidéo pour voir un petit peu... pour pouvoir, disons, avoir quelque chose de visible concernant l'intelligence artificielle du jeu. Alors globalement, je trouve l'intelligence artificielle plutôt bonne. Alors je vais commencer par parler d'intelligence artificielle alliée, puisque là on a la chance d'avoir Joseph avec nous pour nous aider. Les séquences où on est aidé par un personnage géré par l'intelligence artificielle sont assez rares. Je trouve que l'IA alliée est vraiment très très bonne. Ils ont de très bonnes réactions, c'est-à-dire qu'ils vont nous aider si on est attaqué. Ils vont aller attaquer les ennemis. Vous l'avez vu, Joseph, il ne reste pas là, planté comme un radis à prendre racine. Il va voir les ennemis et il les attaque. C'est lui qui va chercher le conflit. On dirait que le personnage, il veut survivre.
Il veut s'en sortir, et pour s'en sortir, il faut qu'il tue les ennemis. Et il va pas y passer 5 ans, il voit un ennemi et il va l'attaquer. Ça c'est vraiment bien. Si on est attaqué nous, il va venir nous aider, pardon. Donc ça c'est vraiment une très bonne chose. Il est réactif, il attaque les ennemis, il vient nous aider. C'est vraiment un personnage actif et réactif. Il n'y a vraiment aucun problème avec l'IA allié. Et là où j'ai été vraiment très étonné, c'est par exemple, parfois on se retrouve attaqué par des ennemis qui ont de la dynamite. Et je vais revenir là-dessus de toute façon quand je vais vous parler de l'IA ennemie, mais vous voyez quand je vous parlais de l'aspect technique, je vous disais que techniquement c'est assez moyen, ça reste correct mais c'est moyen. Vous voyez par exemple tout l'aspect petit muret, là bois et tout, c'est pas mal fait. Mais regardez ce fond, honnêtement. C'est moche, c'est moche, c'est moche, c'est moche. Bon, après le reste c'est correct. Mais toute cette partie-là, c'est moche. Finalement, en fait, j'en ai pas parlé dans la première vidéo. Mais ce qui sauve un petit peu le jeu, techniquement parlant, c'est la palette de couleurs. Ils ont très bien choisi les couleurs. Que ce soit les couleurs, entre guillemets, vives ou les couleurs un peu plus fades. Mais pour finir avec l'intelligence artificielle, lorsqu'on est attaqué par des ennemis avec de la dynamite, par notre personnage, en fait, notre allié, au lieu de rester dans le champ de l'explosion, il va se jeter à terre pour éviter justement de subir des dégâts. Donc ça peut paraître basique et classique en fait. Mais vous l'avez vu, et vous le voyez toujours à gauche, l'allié a une barre de vie. Donc il peut mourir. S'il meurt, c'est le game over. Donc le fait que l'intelligence artificielle évite au maximum de subir des dégâts, c'est une bonne chose. Ça peut paraître basique en fait dit comme ça, mais lorsqu'on est dans un Call of Duty par exemple, nos alliés, ils meurent pas, donc finalement, qu'ils subissent des explosions, qu'ils les évitent, on s'en fout. On s'en fout, ils ne meurent pas de toute façon. On peut lui tirer dessus avec un lance-roquette, il aura rien. Alors que là, le gars, si jamais il se prend un coup de hache, si jamais il se retrouve dans un champ d'explosion de dynamite et qu'il subit des dégâts, il peut en mourir. Et même s'il n'en meurt pas, il sera fortement blessé. Et du coup, il va falloir qu'on aille le soigner. Donc on met notre propre vie en danger. Donc évidemment, le fait que l'intelligence artificielle alliée ait un comportement logique et qu'il soit réactif, c'est une bonne chose. Le seul problème que j'ai avec l'intelligence artificielle alliée, c'est que lorsqu'il est blessé, il ne va pas venir nous voir pour qu'on le soigne. Il va rester dans son coin et continuer à se fighter avec des bébêtes. Et ça, c'est un petit peu problématique parce que du coup, parfois, il va être, je prends un exemple, il va être là-bas. Nous, on va venir ici. Il y a des ennemis qui vont monter par l'escalier qui est là. Plutôt que de venir vers nous, il va rester ici à se battre. Donc, c'est pas une mauvaise chose, il n'y a pas de problème. Mais il va manquer de vie. Ok, nous, on est là. Eh ben, il va vous dire, Sébastien, je suis blessé. Mais il va rester là à se fighter avec les ennemis. Il va pas venir vous voir en attendant d'être soigné. Il va rester là-bas et continuer à se battre. Donc ça, c'est peut-être un petit problème. Dans les niveaux de difficulté supérieurs, on peut mourir de nombreuses fois à cause de ça. Pour ce qui est de l'intelligence artificielle ennemie, je la trouve correcte. Globalement, elle est vraiment bien foutue. Et je voudrais parler donc des ennemis à la dynamite. Parce que entre la première vidéo et celle-ci, j'ai été obligé donc d'avancer dans le jeu. Il y a une séquence où on est attaqué, on est avec Joseph, on est attaqué par de nombreux ennemis. Et moi, ce qui m'étonne, en fait, c'est que parfois, il y a des ennemis qui ont de la dynamite. Mais il y a d'autres ennemis qui nous attaquent donc à l'arme blanche, donc à la hache par exemple, ou qui nous attaquent sans rien. Et ceux qui nous attaquent sans rien ont tendance à nous attraper, en fait. Ils nous chopent et ils nous mettent par terre, ou ils essayent de nous mordre, ou ce genre de truc. Et moi, ce que j'aime bien, en fait, c'est le complément, en fait, au niveau des différents types d'intelligence artificielle. Et dans la séquence dans laquelle je vous parle, en fait, on est avec Joseph, on doit survivre à une vague d'ennemis. Et il y a des ennemis qui arrivent de hauteur et d'autres qui arrivent au niveau dans lequel on est. Et moi, ce qui m'a étonné hier, c'est que je vois 3 ennemis qui arrivent. 2
normaux et un avec de la dynamite. Celui avec de la dynamite, il reste en hauteur sur le balcon. Et les deux en bas, il y en avait un avec une hache et un sans hache. Et celui sans hache, il est venu et il m'a chopé. Et celui avec la hache, il m'a frappé. Et celui en haut, il m'a jeté de la dynamite. Je me suis fait fumer. Je me suis fait fumer. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une sorte de complément au niveau de l'intelligence artificielle ennemie. On dirait qu'ils font équipe pour essayer de nous tuer, alors qu'ils ne communiquent pas. Et ça, je trouve que c'est vraiment un très bon point. L'un des rares mauvais points en fait, que j'ai avec l'intelligence artificielle ennemie, c'est qu'elle a parfois des comportements un petit peu bizarres. Et vu que je suis dans cet endroit-là, dans ce niveau-là, je vais vous le montrer clairement. Une fois, j'étais ici, en fait, et je dégommais tous les ennemis qui étaient en train d'arriver au flingue. Et il y avait Joseph ici. Après, il y a des ennemis qui arrivent par là, donc je vais pour les dégommer. Donc je me mets là, je les tue, et je redescends. Joseph était ici, là, à peu près. Il y a un ennemi qui monte par cet escalier, et plutôt que de venir m'attaquer, il va attaquer Joseph. C'est un comportement un peu bizarre. Finalement, il arrive là, le plus près, c'est pas Joseph qui est là, c'est moi qui suis ici. Donc, il aurait dû venir m'attaquer avant de venir attaquer Joseph. Mais non, il a été attaqué Joseph. Donc moi, je trouve ça un petit peu bizarre comme comportement. Surtout que quand il y a un allié avec nous, que l'ennemi décide d'aller attaquer l'allié avant de nous attaquer nous. C'est bizarre, ok. Mais disons que c'est pas plus choquant que ça. C'est simplement bizarre. Là où c'est un petit peu plus embêtant, c'est quand on a un ennemi qui va venir par notre gauche, par exemple. Ça m'est arrivé hier, ça, donc je le sais. Il arrive par votre gauche, il passe devant vous, comme s'il allait attaquer quelqu'un d'autre, sauf que vous êtes tout seul, il n'y a pas d'allié avec vous. Donc pourquoi il passe devant vous, comme si vous n'avez pas vu? C'est un petit peu bizarre. Globalement, à part ces deux problèmes-là, j'ai pas de problème avec l'intelligence artificielle, qu'elle soit alliée ou ennemie. Je trouve que l'allié est très bonne, je trouve que l'ennemi est bonne. Elle n'est pas exceptionnelle, mais elle reste bonne. Et je trouve qu'il y a un complément au niveau des capacités des ennemis qui fait que finalement on est tout le temps en danger, quoi. On peut se retrouver face à deux ennemis qu'on peut être en danger parce qu'il y en a un qui va vous choper et pendant qu'il nous chope, son copain va nous mettre des coups de hache à travers le museau. Et au final, vous avez autant de chances de mourir que de survivre. Donc maintenant, je vais essayer de vous parler des items. Il y a beaucoup d'items à ramasser dans le jeu. Donc les journaux intimes, les notes et les documents personnels et les enregistrements audio. Quelle utilité dans le fait de ramasser ces 5 types de documents? Apprendre plus d'informations sur l'histoire et le passif des personnages. Sébastien en tête. Les journaux intimes de Sébastien regorgent d'informations sur le personnage, son vécu, sa vie personnelle et professionnelle. Donc pour ceux qui comme moi s'intéressent au scénario, c'est vraiment intéressant à lire. Les journaux et les notes, les documents personnels, les enregistrements audio, eux concernent davantage le scénario en lui-même. C'est vraiment les journaux intimes qui concernent surtout le personnage de Sébastien. Même si un document personnel en particulier, donc les documents personnels, ce sont les avis de recherche, hein, je précise. À moins que ce soit les notes, mais je crois que c'est les documents personnels, les avis de recherche. Il y a un avis de recherche vers la fin qui... Je ne sais pas qui est le personnage sur l'avis de recherche, mais j'ai fortement l'impression, sans trop vous spoiler, que c'est un des 3 personnages principaux du jeu. Donc on trouve un avis de recherche d'un des personnages. Après on en trouve un avec le personnage principal. Entre les deux, on en trouve un concernant un autre personnage. J'ai vraiment l'impression quand je vois l'image que c'est un des 3 personnages. Donc je ne dirai pas lequel. Même si quelque part je l'ai un petit peu dit là indirectement. Donc ce personnage donc sur l'image, mais enfant. Et du coup, ça soulève d'autres questions. Donc ça, c'est une chose. Pour ceux qui n'aiment pas le scénario de The Evil Within, qui le trouvent trop compliqué ou pas intéressant ou nébuleux ou je ne sais quoi,
lire les journaux intimes, écouter les enregistrements audio, ce genre de trucs ne sera pas très utile. En revanche, il y a deux autres types d'items qui sont utiles dans le jeu. Le premier, ce sont les statues de vierge. Donc il y en a une juste ici. Les statues de vierge, en fait, ce sont des items à ramasser. Lorsqu'on les brise, on trouve à l'intérieur des clés. Sachant qu'il est quand même possible de trouver des clés sans statue de vierge. Je crois que ça arrive à 3 moments dans le jeu. On trouve des clés. En fait, il faut trouver des petits coffres. Et dans ces coffres, il y a des clés. À quoi vont servir ces clés? À ouvrir les clés de casier dans l'asile. Et les clés de casier nous offrent des récompenses, mais ça je vais vous le montrer directement puisqu'on va aller se rendre à l'asile. L'autre type d'item à ramasser qui est réellement utile, ce sont les cartes, les morceaux de cartes en fait. Donc les clés de casier, il y en a autant qu'il y a de casiers. Il y en a beaucoup, je crois qu'il y en a entre 40 et 50. Je crois vraiment qu'il y en a à peu près ce nombre-là. Il me semble, je les avais comptés une fois, hein, j'avais que ça à faire. Et du coup, j'ai décidé de compter le nombre de casiers qu'il y a. Et je crois qu'il y en a 40 et des brouettes. Mais je ne suis pas sûr, il faudrait que je les recompte hors vidéo et que je vous le mette dans la description. De toute façon, peu importe, le nombre de statues est égal au nombre de casiers. Mais un casier vous offre 2 clés. Donc, au final, vous aurez une clé en trop. Si vous voulez, le nombre de casiers plus 1, c'est le nombre de clés que vous allez trouver. Voici les morceaux de cartes dont je vous parle. Quelle utilité dans le fait de ramasser les morceaux de cartes dans le jeu? Tout simplement débloquer 2 nouvelles armes, le pistolet à rafale et un fusil de sniper. Alors d'ailleurs, moi, je sais que je vais peut-être un petit peu loin en trouvant des références à Resident Evil un petit peu partout, mais quand on a trouvé tous les morceaux de cartes, on trouve le pistolet à rafale. Le pistolet à rafale, c'est donc un pistolet qui tire des balles par rafale de 3. Il tire 3 balles, il tire 3 balles, il tire 3 balles. Il ne les tire pas au coup par coup comme le revolver, il ne les tire pas à la suite comme un fusil d'assaut, il les tire par rafale de 3. Et ce qui m'a fait penser à Resident Evil, c'est tout simplement le fait que dans Resident Evil 4, une fois qu'on avait fini le jeu, on débloquait le pistolet Matilda, qui tirait lui aussi des balles par rafale de 3. Nous voici à l'asile, donc je vais vous faire visiter rapidement après. L'asile, c'est un petit peu le seul havre de paix qu'il y a dans le jeu. C'est le seul lieu dans lequel vous êtes tranquille, paisible, à l'abri, plus ou moins à l'abri. C'est ici que vous pouvez améliorer votre personnage, sauvegarder manuellement et récupérer les récompenses dans les clés de casier. Donc je vais d'abord vous montrer la carte. Donc ça c'est la carte, vous voyez, tous les petits carrés foncés, c'est simplement des morceaux de cartes qui manquent. Les carrés comme ça sont les morceaux de cartes que j'ai trouvés. De toute façon, si vous voulez savoir où vous en êtes dans le jeu, vous allez dans Archives, morceaux de cartes, et là vous voyez fragment 1, fragment 2, fragment 10, fragment 11, sachant que vous les trouvez dans l'ordre. Donc si vous manque par exemple le fragment 3, vous savez que il est après le fragment 2, donc pendant le chapitre 2, et avant le fragment 4 qui est au début du chapitre 3. Vous savez qu'il est forcément là. Donc c'est une petite précision. Tout ça pour débloquer 2 armes. À ce prix-là, j'aurais préféré débloquer le pistolet normal plutôt que le pistolet à rafale. Voici les casiers en question. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc vous voyez, il y en a beaucoup. Il y a 2 murs comme ça. Donc si vous débloquez tous les casiers en fait du mur de droite, vous débloquez une grande quantité de gel vert. Si vous débloquez tous les casiers du mur de gauche, vous débloquez aussi du gel vert. Et si vous les débloquez tous, vous débloquez 100 000 de gel vert. Le gel vert, c'est ce qui sert à améliorer notre personnage. On le récupère donc dans les décors, on le récupère dans certains casiers et on le récupère en tuant des ennemis. Ça fait partie des objets aléatoires que les ennemis peuvent nous donner.
Les casiers peuvent nous offrir plusieurs types d'items. Donc il y a les munitions, donc ça va des carreaux d'arbalète aux munitions de fusil à pompe, aux munitions de flingue, donc il y a un petit peu de tout. Ça va des objets de soins au gel vert, je suis bien content d'en trouver. Donc ça c'est pour ce qui est des casiers. Une petite précision, je vous ai dit que si vous ouvrez le dernier casier, vous débloquez 100 000 de gel vert. Pour ceux que ça intéresse, une fois que vous avez fini le jeu et que vous le refaites en nouvelle partie plus, vous ne pouvez pas rouvrir les casiers. Tous les casiers ouverts sont ouverts. Tout ce que vous trouvez, vous ne pouvez pas le récupérer une deuxième fois. Donc là, par exemple, j'ai ramassé le journal. Une fois que je reviendrai, je ne pourrai pas le re-ramasser. C'est logique, hein, mais c'est exactement la même chose pour les clés. Avant d'aller un tout petit peu plus loin, je voudrais vous dire deux trucs. Donc, la première, l'infirmière. Alors, c'est un personnage qui, moi, je l'aime beaucoup parce que, déjà, elle me fait un petit peu penser à Silent Hill, à l'univers de Silent Hill, donc, ce qui pour moi est une très bonne chose, puisque je vous en ai parlé dans la première vidéo, je ne vais pas me répéter, mais c'est vraiment un très gros point fort du jeu. Et en plus de ça, j'ai vraiment l'impression, après c'est peut-être moi qui suis idiot, hein, je trouve qu'elle ressemble à Jill Valentine. On dirait un mélange entre Jill Valentine, une secrétaire et une infirmière issue tout droit de Silent Hill. J'ai vraiment, au niveau du visage, je trouve qu'elle ressemble à Jill Valentine dans Resident Evil 5, mais pas en blonde. Mais vraiment, ça m'a frappé aux yeux la première fois que j'ai fait le jeu. La première fois que je l'ai vu, j'ai dit, on dirait Jill Valentine. Vraiment. C'est vraiment quelque chose, ça me frappe. Autant Sebastian Castellanos, je vois pas du tout Chris Redfield ou Léon Scott Kennedy. Non, c'est vrai, je vois pas. C'est pas la peine de faire nom de la tête. Je ne vois ni Chris, ni Léon, ni aucun autre personnage de Resident Evil. Autant l'infirmière me fait vraiment penser à Jill Valentine. C'est un truc de malade. Donc je crois que je vous ai parlé plus ou moins de tout ça. Je vais vous parler un petit peu de l'arsenal. Donc voici votre inventaire. Pendant que votre inventaire est ouvert, le temps défile autour de vous. Il défile au ralenti. Donc vous êtes encore vulnérable. Mais vu que le temps ralentit, vous avez quand même le temps de faire largement ce que vous devez faire normalement. Vous avez plusieurs types d'armes. Le revolver qui est l'arme principale du jeu. Le fusil à pompe indispensable. Le fusil sniper donc que j'ai récupéré juste avant de vous faire la vidéo. Dans la mallette du début il y avait ça. Les grenades qui moi honnêtement, faut pas cracher dans la soupe. Elles sont utiles dans certains combats contre les boss. Lorsqu'on est submergé par les ennemis. Ce genre de truc. Mais honnêtement j'aurais préféré qu'elle n'y soit pas. Et l'arbalète. L'arbalète qui, elle, par contre, est vraiment un très très bon point. Honnêtement, il y aurait eu le jeu avec uniquement le flingue, l'arbalète et le fusil à pompe, ça aurait été parfait. Ça aurait été vraiment parfait. J'avais vraiment pas besoin de ça, surtout qu'on a les carreaux explosifs, donc les grenades, honnêtement, je les trouve pas très très utiles. Le fusil de sniper, il est très utile, mais c'est vrai que, vu qu'il est très très puissant, pouvoir s'en servir contre les boss, ça reste quelque chose de, entre guillemets, ça reste une valeur sûre, hein. Vous mettez un ennemi à terre, vous le défoncez au fusil sniper, vous lui faites plus de dégâts qu'au fusil à pompe. Je crois que ça reste compréhensible. Les objets de soins, donc qui peuvent être améliorés aussi, mais je vais vous montrer ça, et les trousses de premier secours. Alors ce qu'il y a à dire sur les trousses de premier secours, c'est que lorsqu'on l'utilise, on récupère la totalité de notre vie, déjà. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ça augmente notre barre de vie. Un petit peu comme les herbes rouges, jaunes et vertes dans Resident Evil 4, qui augmentaient notre barre de vie tout en la rechargeant entièrement. Les trousses de premier secours, il ne faut pas les utiliser n'importe quand, parce que quand vous les utilisez, vous avez 10-15 secondes de jeu pendant lesquelles vous voyez trouble et votre personnage ne peut rien faire. Il ne peut pas dégainer, il ne peut pas se mettre à couvert, il ne peut rien faire. Il est obligé
de subir entre guillemets l'effet négatif de la trousse de premier secours. Donc ça c'est une chose. Je trouve qu'il y a un bon feeling avec les armes. Elles ont du panache, elles sont très bien modélisées. Les jeux de lumière sur les armes sont très bien modélisés. Pour tout ce qui est arsenal et tout, à part le fait qu'il y a peut-être quelques armes que j'aurais préféré ne pas voir, donc comme les grenades, ou même une fois qu'on a fini le jeu, on débloque le fusil d'assaut et le lance-roquette, j'aurais préféré ne pas avoir ces armes-là, honnêtement. J'aurais largement préféré débloquer un autre fusil à pompe ou une autre arme de poing, donc autre que le revolver ou le pistolet à rafale. J'aurais aimé débloquer le pistolet classique, c'est-à-dire un pistolet mais qui ne tire pas à rafale de 3. D'ailleurs, Joseph et Kidman ont justement un pistolet comme arme, donc j'espère vraiment que une fois qu'on aura fini peut-être les DLC avec Kidman, on débloquera le pistolet pour la campagne principale. Ça serait vraiment bien, parce que un pistolet c'est quand même une valeur sûre, et la cadence de tir est meilleure que pour un revolver, donc normalement ça devrait faire. Maintenant je vais vous montrer un petit peu le système d'amélioration. Donc récupérer du gel vert est très important, que ce soit en tuant les ennemis ou en fouillant le décor, ou même en ouvrant des casiers, parce que ça nous permet d'offrir une monnaie d'échange, et cette monnaie d'échange on va pouvoir l'utiliser pour améliorer notre personnage, nos armes, notre stock ou notre arbalète, les munitions pour notre arbalète agonie. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc les aptitudes, c'est ça. C'est-à-dire on peut améliorer notre jauge de vie, notre temps de sprint. Donc c'est très important avant de faire le combat contre Laura, hein, le temps de sprint. Ça je le précise parce que moi la première fois je me suis fait fumer par Laura lors des 2 combats. Et vraiment parce que j'avais quasiment pas amélioré mon endurance. J'avais amélioré que d'1 ou 2 points. Donc c'était pas assez. Les attaques au corps à corps, donc une petite précision, les attaques au corps à corps sont pas très utiles. On n'est pas du tout dans un système de corps à corps à la Resident Evil 6, c'est-à-dire un système de corps à corps qui est utile pour dégommer des ennemis. Le corps à corps de The Evil Within est à l'image du corps à corps de Dead Space, c'est-à-dire c'est un moyen de défense. On s'en sert pour repousser les ennemis. Si vous avez plus de munitions, il vaut mieux fuir. Essayez de se faire oublier par les ennemis et de se cacher et de les réattaquer par derrière. Si vous les frappez, vous avez autant de chances de vous faire fumer que de les fumer. Vous avez même plus de chances de vous faire fumer que de les fumer. Donc le corps à corps, moyen de défense, ne l'utilisez pas pour attaquer les ennemis, sauf si vous avez une arme de corps à corps à portée de main. Vous avez vu dans la vidéo, j'en ai utilisé plusieurs, les armes de corps à corps sont à usage unique. C'est important aussi, donc il ne faut pas les utiliser n'importe quand. Si vous les utilisez comme il faut, vous pouvez tuer plusieurs ennemis simultanément. Vous pouvez aussi améliorer votre objet de soin. Donc là, vous voyez, vous augmentez, donc vous êtes au niveau 1, vous récupérez 30 points de vie. Au niveau 2, vous récupérez 36, au niveau 3, 42, au niveau 4, 48, et au niveau 5, 60. Vous pouvez aussi améliorer votre arsenal, donc quelque chose de très classique à la Resident Evil finalement. Vous pouvez améliorer vos dégâts, votre cadence de tir, votre vitesse de rechargement, la capacité du chargeur, la précision et le coup critique. Pour être parfaitement honnête avec vous, moi je trouve que c'est vraiment utile. On n'a pas un sentiment de surpuissance en fait à la fin. Quand on a amélioré son arme à fond, c'est plus facile lorsqu'on fait le jeu une deuxième fois en New Game Plus, mais c'est pas non plus c'est pas un truc de fou, vous voyez. J'ai beau augmenter mes dégâts par 2 si j'augmente mes dégâts de fusil d'assaut au niveau de... Si j'augmente les dégâts de mon revolver au niveau 5, j'aurai doublé les dégâts que fait mon arme. Vous voyez, je serai à 200%, donc 2 fois plus qu'au niveau 1. Donc globalement, j'ai envie de dire, on se dit que c'est génial, c'est un truc de fou. Mais en fait non, parce que les ennemis sont quand même assez résistants et parfois vous avez des ennemis, vous leur tirez dans la tête ou vous leur tirez dans la jambe et vous voyez un impact mais il ne va pas tomber. Et ça arrive parfois assez souvent, surtout dans les modes de difficulté normale et difficile. Donc il ne faut pas vous dire que vos armes, plus vous les améliorez, moins vous avez de chances de mourir. Plus vous les améliorez, plus vous avez de chances de mettre l'ennemi à terre. C'est pas pareil. Et si vous le mettez à terre, vous avez une chance de brûler. Et lorsqu'il est brûlé, vous avez une chance de le tuer en un coup. Mais ce n'est pas toujours le cas. Lorsque vous tirez sur un ennemi,
Parfois vous allez le mettre à terre, vous allez le brûler, il va se relever, il va vous choper quand même. Donc le feu, ce n'est pas forcément one shot, il faut faire très attention dans les modes de difficulté supérieurs. Vous pouvez améliorer un petit peu tout ça. Pour être parfaitement honnête, c'est ce que j'ai voulu vous dire tout à l'heure, lorsque j'avais fini d'améliorer mon arme au maximum, je m'attendais à avoir un truc spécial, vous savez, comme dans Resident Evil 4, une sorte d'amélioration en or, où on se retrouve avec nos dégâts ou notre capacité beaucoup plus importante. J'aurais aimé retrouver ça, mais finalement, je n'aurais pas eu la chance de retrouver ça dans The Evil Within. Donc on peut améliorer le nombre de balles qu'il est important de transporter. Moi je vous recommande vraiment d'améliorer ça en premier, parce qu'il y a des zones dans lesquelles vous allez trouver beaucoup de munitions, notamment au début du jeu. Puis quand vous allez avancer, vous allez trouver des ennemis un peu plus coriaces et beaucoup moins de munitions. Donc il est important de pouvoir avoir un maximum de munitions que vous avez récupérées avant. Et c'est pour ça que je vous disais qu'il est important de la jouer infiltration, pour utiliser moins de munitions et pouvoir en récupérer plus en améliorant son stock. Et du coup, être plus à même de faire face à des situations de danger lorsqu'on avance dans le jeu. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. Même si pour moi, le stock et les armes en elles-mêmes sont ce qu'il y a de plus important à améliorer. La dernière amélioration concerne les carreaux pour l'arbalète Agonie, donc qui est quelque part l'arme principale du jeu, puisqu'elle peut servir pour l'infiltration, avec les carreaux harponneurs, pour la fuite, avec les carreaux aveuglants, ou pour carrément l'assaut, avec les carreaux explosifs ou les carreaux immobilisants. Améliorer en fait nos munitions, enfin plutôt nos carreaux, a plusieurs fonctions. Par exemple, les carreaux harponneurs vont faire plus de dégâts. Vous voyez, 130%, 160, 240 ou 240 avec un effet de feu. Vous voyez, quand je vous dis un petit truc bonus à la Resident Evil 4, c'est un petit peu ça. Mais il n'y a que pour ça, je trouve ça dommage. Les carreaux aveuglants, par exemple, ça va augmenter le temps d'aveuglement des ennemis. Donc ce qui est important si vous voulez économiser des munitions. Vous aveuglez un ennemi, on va dire 15 secondes, et vous pouvez l'attaquer au corps à corps, et ensuite vous pouvez aller attaquer son copain au corps à corps. Vous aurez davantage de temps si vous augmentez le temps d'aveuglement des ennemis. Les carreaux immobilisants, lorsque vous immobilisez un ennemi, un petit peu à la BioShock, il va se figer dans la glace, mais il ne va pas se dégeler. Il va rester figé et il va se briser. Donc quelle importance d'améliorer les carreaux immobilisants? C'est tout simplement la portée. Vous voyez, on passe de 1,5 m à 3 mètres. C'est-à-dire que les ennemis proches de celui qui va recevoir le carreau dans un rayon de 3 mètres vont tous être gelés. Et donc ils vont tous mourir. Même si vous les laissez, que vous n'allez pas les frapper, ils vont se briser. Donc c'est important de les améliorer. Les carreaux électriques servent à immobiliser les ennemis et augmentent la portée. Vous voyez, 1,2 m pendant 4 secondes et au maximum 2,5 m pendant 10 secondes. Sachant que lorsque vous électrocutez un ennemi, il tombe à genoux et vous pouvez aller l'incendier. Donc ce qui est très important dans les niveaux de difficulté maximum ou pour économiser des munitions. Et les carreaux explosifs qui augmentent non seulement les dégâts mais aussi le rayon d'explosion du carreau explosif. Donc je crois que j'ai fini pour cette deuxième vidéo. J'ai essayé de faire quelque chose d'assez clair. Donc moi j'ai amélioré mon revolver. Vu que j'utilise quasiment que le revolver, de toute façon, j'ai envie de dire que j'améliore pas beaucoup le reste. Cadence de tir, ah merde, je peux pas. Bon, tant pis. Est-ce que je peux améliorer? Non. Et voilà. Écoutez, on va se quitter là-dessus. Donc, vous voyez, quand je vous dis que la caméra, j'ai l'impression qu'elle a été mal calibrée. Ben là, vous voyez, c'est un exemple flagrant. On voit pas le haut de la tête de notre personnage. J'ai l'impression que la caméra est beaucoup trop proche. J'aurais aimé qu'elle soit un petit peu plus loin. Vous voyez, quand je tourne, je peux même pas l'admirer en entier. Alors, j'aurais aimé au moins du torse, au moins du bas des pecs, jusqu'au haut du crâne. J'aurais aimé pouvoir faire, entre guillemets, une capture d'écran décente de mon personnage.
puisqu'en plus de ça, je trouve que le chara design en règle générale est bon, et que le chara design de notre personnage principal est une belle réussite. On se retrouve avec un personnage finalement beaucoup plus proche de Joël, dans le sens où on a un bonhomme lambda avec un aspect un petit peu vieillot, et on n'est pas dans un personnage beau gosse à la Nathan Drake ou quelque chose comme ça. Donc je trouve ça un petit peu dommage qu'ils aient mal calibré la caméra. Voilà, t'as bugué ou quoi? On dirait qu'il a voulu sourire là, mais... Donc je vais vous laisser sur sur le faciès de mon personnage. Je trouve qu'il est vraiment, il y a vraiment une réussite au niveau du chara design, et en plus de ça, au niveau de ses yeux, il y a vraiment quelque chose. Parfois, vous voyez, il va regarder en bas à droite un petit peu comme s'il était triste, ou parfois il va braquer les yeux à droite en tournant légèrement la tête, comme s'il entendait un bruit mais qu'il voulait pas se retourner. Il y a vraiment quelque chose. Donc je vous aurai montré à peu près tout ce que je voulais vous montrer dans cette deuxième vidéo. Elle aura été légèrement moins longue que la première. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup de choses à dire sur Evil Within. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Je tiens vraiment à prendre la défense du jeu sans forcément faire l'impasse sur ses défauts, parce que ça ne serait pas utile et ça n'aurait aucun intérêt. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour la troisième partie. Et surtout, jouez à Evil Within. Every man has his prize. Know that for you, that prize may be your soul.